Notre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Antonio Hodgers, le président du Conseil d'État. Bonjour Antonio Hodgers. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Meilleurs vœux, bonne année. On vous souhaite quoi d'ailleurs pour cette année 2020 ? Qu'elle soit un petit peu moins chahutée que l'année dernière ? Effectivement, une année plus apaisée, peut-être moins sur les affaires, sur les polémiques et plus sur la politique au sens noble, c'est-à-dire les projets collectifs, les enjeux de notre société. Et ça, je pense que tout le monde en a besoin, d'ailleurs, pas que le Conseil d'État. Et pour éviter toute polémique, je vous préciserai que je ne suis pas fan de Justin Bieber. On va revenir à l'actualité. La ville de Genève qui a annoncé donc hier qu'elle allait engager des avocats pour s'opposer à l'autoroute de désenclavement du Chablais français. Elle estime que cette autoroute, c'est une, je reprends ces termes, une atteinte à l'environnement, mais aussi une concurrence déloyale du Léman Express qui vient d'entrer en fonction. Qu'est-ce que vous pensez de cette position de la ville ? Alors, elle était prévisible. Monsieur Pagani a annoncé à plusieurs reprises que la ville allait s'opposer à cette route. C'est vrai qu'en 2020, au moment où l'on parle de transition écologique, de lutte contre le réchauffement climatique, et aussi au moment où, plus dans notre région, on dit il faut diminuer la part de la voiture et investir dans les transports publics, ça peut paraître paradoxal de construire une nouvelle route. En tout cas, à Genève, on n'en fait plus. Et nos voisins français, ont ce projet assez ancien qui arrive aujourd'hui à maturité. Il a ses intérêts, ses avantages de désenclavement du Chablais de manière très claire. Et ça, il y a certaines régions qui l'attendaient. Il n'y a pas non plus de projet de grande desserte de transport public dans ces régions, du côté justement de Thonon, Chablais, etc., qui sont quand même moins dotés en matière d'offres de transport public. Donc, le Conseil d'État a une position plus neutre, on va dire, dans cette affaire, mais on peut comprendre les interrogations soulevées par cette route et donc la réaction de la ville de Genève. Vous le dites vous-même, à Genève, on ne construit plus. À Genève, là, on parle de la France. Est-ce que c'est vraiment à la ville de mener une action judiciaire pour quelque chose qui se passe de l'autre côté de la frontière ? On imagine bien que ça va pas... Alors, ça a des impacts directs. Il est clair que cette route... Vous avez eu un petit coup de fil du président du conseil départemental de la Haute-Savoie ? Non, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises et j'ai déjà entendu M. Monteil et M. Pagani se disputer à ce sujet. Ça fait partie pour moi de l'agglomération, de la région. Je veux dire, c'est évident qu'une route du côté français va amener plus de voitures sur le territoire genevois. Donc, on est interdépendants. Donc, je pense qu'on a le droit de se dire ce qu'on pense les uns des autres. Ça fait partie de la construction politique aussi de notre agglomération. Il faut garder la forme, le respect. Mais on ne peut pas dire que cette route n'aura aucun impact sur Genève. Elle en aura, bien évidemment, et une des conséquences, c'est qu'il y aura plus de voitures qui vont traverser la frontière cantonale et municipale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le canton de Genève, c'est 650 000 passages aux frontières cantonales par jour. Par jour, 650 000 passages. La majorité en voiture, pas que, du train de côté vaudois, du vélo de plus en plus grâce à la voie verte. Mais donc, je pense que ces questions de mobilité, on a fait le Léman Express ensemble, donc ça nous concerne. Les routes, ça nous concerne aussi ensemble, et on doit pouvoir se dire ce qu'on pense. C'est pas très grave. Les Français feront ce qu'ils voudront, d'autant plus que maintenant l'État français a validé ce projet. Mais je crois que dans la consultation formelle qu'a fait l'État français sur cette route, ils ont consulté le canton et la ville de Genève. C'est bien qu'ils ont demandé l'opinion des Suisses. Donc, permettez-nous de la donner. L'année 2019, elle a été marquée par le mouvement des jeunes pour le climat. Votre Conseil d'État a d'ailleurs décrété l'urgence climatique. Aucun gaz à effet de serre émis d'ici à 2050. Alors, sauf votre respect, il y a peu de chances que d'ici 30 ans, vous soyez encore aux manettes. C'est un peu facile de mettre en place de tels objectifs quand même contraignants à remplir d'ici une trentaine d'années. Alors, c'est pas aucun gaz à effet de serre, c'est la neutralité carbone. C'est pas tout à fait la même chose, parce que là, vous voyez, on respire là en ce moment, puis on émet du CO2. Donc, on émettra toujours un peu de gaz à effet de serre, et au-delà de ça, on aura toujours besoin de voitures, de chauffer, d'avoir le chaud. Donc, il y aura toujours une certaine consommation d'énergie, une partie même d'énergie fossile, d'émissions de CO2. Mais la neutralité carbone, c'est-à-dire, c'est de ne pas émettre plus que ce que la planète peut absorber. Mais on pourra en émettre quand même. Je le précise parce qu'il y a souvent une confusion entre la notion de neutralité carbone, qui est le nouvel objectif que s'est fixé le Conseil fédéral suisse, mais aussi en fonction des accords de Paris, les États, responsables, en tout cas en lien avec la planète, et le fait de plus émettre du tout de CO2. Mais est-ce que c'est réaliste d'ici 30 ans ? 30 ans, c'est demain. Alors, c'est l'objectif voulu par le GIEC. Est-ce que c'est réaliste de ne pas le faire ? Quand on regarde ce qui se passe en Australie. Donc oui, c'est réaliste avec une première étape en 2030 à moins 60%. On le fera très fortement sur les questions d'isolation, parce qu'aujourd'hui, vous savez, le bâti à Genève, c'est 47% des émissions de CO2.
C'est beaucoup plus que l'aviation, par exemple. Pratiquement la moitié du CO2 qu'on émet, c'est nos immeubles mal isolés. Si on investit massivement dans la rénovation énergétique, ça crée de l'emploi local, ça fournit de l'activité, et en plus, ça a un impact écologique majeur. Surtout la voiture, quand même, on va pas se cacher. Alors, la voiture, c'est moins de 20%. Donc, vous voyez, les proportions... Donc les automobilistes n'ont pas à s'en faire ? Non, bien sûr que la voiture, on fait des efforts pour revoir les motorisations, et ça a été fait au niveau européen. On sait très bien que quand même les nouveaux moteurs émettent moins de CO2 que ceux d'avant. La meilleure voiture est quand même celle qui reste au garage finalement. Donc aussi d'investir dans les transports publics, dans les pistes cyclables, c'est-à-dire d'éviter d'avoir besoin de la voiture au quotidien. C'est aussi construire la ville des courtes distances. On parlait tout à l'heure des mouvements transfrontaliers. C'est de permettre aux gens de se loger plus proche de leur lieu de travail pour éviter qu'ils aient à prendre au quotidien leur voiture. Eh bien, tout ça nous permettra d'atteindre effectivement des taux qui nous rapprochent de la neutralité carbone. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Je dirais que tout ce qui est voiture, construction, on doit prendre un peu moins l'avion, pas plus du tout, un peu moins. On doit manger peut-être un peu moins de viande. Moi, je suis argentin, j'adore la viande, mais on n'est pas obligé d'en manger non plus tous les jours. C'est des ajustements de ce type qui nous permettront d'atteindre effectivement cet objectif qui n'est pas celui des Genevois, qui est déjà celui du gouvernement suisse et qui est en réalité celui des accords de Paris. Merci beaucoup, Antonio Gers, président du Conseil d'État genevois, et donc très belle année à vous. Merci.